l'initiative de créer une communauté africaine, parce que chacun de nous a quelque chose à rapporter, car nous tous ici, on veut faire grandir l'Afrique, en plus de faire grandir nos pays respectifs. Alors, dans ce cas, je m'en vais tout doucement vers le thème qui nous réunit également ici ce soir, qui est jeunesse, paix, sécurité, bâtir l'Afrique de demain à partir des engagements d'aujourd'hui. Je vais commencer en disant ceci. Regardez vos montres, s'il vous plaît. Donnez-moi un peu l'heure, s'il vous plaît. Il est quelle heure? Banalement, comme ça, il est quelle heure? 18h. Est-ce que demain existe réellement? Bon, là, il est 18h20 à ma montre. Lorsqu'il sera 18h21, le 18h20 sera passé. Et c'est pas si vous vous rendez compte. On sera rendu à 18h21 qui est un nouveau présent. Lorsqu'on va passer à 18h22, nous serons rendus à un nouveau présent encore. Ce qui m'amène déjà à revoir le thème. Quand on dit bâtir l'Afrique de demain à partir des engagements d'aujourd'hui, cela veut dire qu'au final, le demain là n'existe pas. Tous les engagements qu'on aura à prendre, toutes les initiatives qu'on aura à fonder commenceront dès aujourd'hui. Parce que finalement, on aura beau dire demain, mais demain n'existe pas. Demain, c'est un futur immédiat. Demain, c'est une sorte de continuité, autant pour moi. Donc, si on veut bâtir quelque chose, on devrait donc commencer à prendre des engagements dès aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de demain qui existe, tout commence ici et maintenant. Alors, parlons du thème. Nous avons 4 mots principaux ici. Nous avons jeunesse, nous avons paix, nous avons sécurité, nous avons engagement et nous avons également à la fin Afrique. On va commencer point par point. Commençons avec la jeunesse. Mais déjà, je suis jeune, donc je suis en mesure de vous dire c'est quoi la jeunesse. Lorsqu'on parle de jeunesse, on parle d'énergie, on parle de capacité à créer, on parle d'innovation. Toutes les grandes technologies aujourd'hui partent des inventions de jeunes personnes. Regardez où nous sommes tous ici. Nous venons des pays différents. Il y a les Rwandais, il y a les Tchadiens, il y a mon frère congolais à côté, il y a moi qui suis camerounaise. Nous sommes aujourd'hui au Canada. Nous avons tous migré pour une raison précise, pour pouvoir apporter du nouveau pour certains, pas pour tous, pour du nouveau dans nos pays. Mais est-ce que vous pensez réellement que le Canada accueille les jeunes immigrants aujourd'hui parce qu'ils veulent aider l'Afrique? Non, parce qu'ils ont besoin de nous les jeunes. Ils ont besoin de cette main-d'œuvre. Il reste 5 minutes, je n'ai pas commencé. Oh Dieu. Non, mais il reste 5 minutes, je suis encore juste au début. Est-ce que vous me permettez de faire un temps supplémentaire, s'il vous plaît? Donc, comme je disais tantôt, le Canada accueille des jeunes aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez qu'ils veulent vraiment nous aider? Ils s'en foutent de nous. Ils nous accueillent parce qu'ils ont besoin de cette énergie renouvelable-là. Je vais essayer de faire le parallèle avec la religion. Nous tous ici, on croyait en Dieu. De base, les musulmans ont dit Allah, nous les chrétiens, on va dire Jésus-Christ. Mais la religion nous a beaucoup abrutis d'une part. Ça, il faut le dire, il faut dire la vérité. Mais d'autre part, la religion nous a sauvés. Parce que dans la Bible, on dit, allez, multipliez-vous. Ça veut dire que nous, les Africains, nous sommes amenés à nous multiplier, à créer encore des mini-nous pour pouvoir diriger le lendemain. Mais ici, au Canada, ils ne le font pas. Combien aussi ont plus de 2 enfants dans leur maison? Il n'y en a pas. Raison pour laquelle la population est constamment vieillissante. Donc, ils n'ont pas d'énergie renouvelable. Nous, l'Afrique, nous sommes cette énergie renouvelable-là. Raison pour laquelle ils nous prennent dans leur pays gratuitement. Je vais dire gratuitement, mais on paye pour être ici. Ils nous payent ici pour pouvoir travailler dans leur champ. Donc, vous vous rendez compte à quel point nous, la jeunesse africaine, nous avons un potentiel inestimable. Parce qu'on est un potentiel grandiose. Mais c'est dommage et ça fait mal parce que nous-mêmes, avec le pouvoir qu'on a, on ne le reconnaît pas. Ce sont ceux de l'extérieur qui parviennent à le reconnaître. On consulte les jeunes aujourd'hui. Lorsqu'on va au Burkina Faso, il y a plusieurs centres communautaires qui consultent la vie des jeunes dans des positions des affaires publiques. Mais qu'est-ce que nous dirigeons? Moi, je parle par exemple le Cameroun. Lorsqu'il y a une décision, déjà que le pouvoir est monopolisé par une seule personne, nous tous on milite pour qu'il quitte enfin le pouvoir, on est fatigué. Mais lorsqu'il y a quelque chose à prendre, une décision à prendre, est-ce que le gouvernement prend en compte la vie des jeunes? Non. Mais lorsqu'on parle également de paix, je vais poursuivre mon débat. J'ai beaucoup à dire, allonger le temps. Lorsqu'on parle de paix, la paix passe également par une communauté solide, par des institutions solides. Beaucoup de jeunes Africains ont fréquenté. Moi, par exemple, je suis très jeune, je ne vous donnerai pas mon âge, mais j'ai un master, par exemple, j'ai un master 2 en biologie médicale. Je suis revenue ici encore, recommencer mes études dans un autre domaine. J'irai encore à l'université, continuer un autre domaine. On va fréquenter, il y a le temps pour fréquenter. Mais honnêtement, c'est ce qui nous manque chez nous. Docteur Falati a parlé de l'éducation, bien sûr. Qu'est-ce que le gouvernement africain, est-ce que le gouvernement africain met en place des initiatives pour qu'on puisse avoir une éducation bien solide?
il y a beaucoup de mes frères africains aujourd'hui qui ont des masters, qui ont des PhD, mais n'ont pas de travail. Mais c'est malheureux. C'est très malheureux aujourd'hui. Moi, avec mon master, j'aurais pu créer même des laboratoires au pays. Mais est-ce que le pays offre des places pour l'entrepreneuriat? Non. Est-ce que l'environnement est propice au développement? Non. Nous sommes obligés, c'est à contre-cœur, nous sommes obligés de sortir pour venir développer chez eux. Mais eux, avec tout ce qu'ils ont ici, ils portent encore et nos richesses et leurs richesses pour aller encore s'accaparer de chez nous. Mais il faut dire non à ça. Mais qui plus est que nous, jeunes Africains, pour pouvoir mettre fin à ça? Donc arrêtez de pointer du doigt les jeunes en disant que les jeunes ne veulent pas, les jeunes sont distraits. Non. Mais qu'est-ce que vous faites pour mettre un environnement propice à notre développement? Donc lorsqu'on parle de paix, la paix passe également par tout ce qui est environnement propice à l'éducation. La paix passe également par tout ce qui est environnement propice à l'entrepreneuriat. Je vais continuer encore. Nous sommes au niveau de la sécurité. Lorsqu'on parle de sécurité, il ne s'agit pas seulement du côté militaire, mais il faut également la sécurité au niveau de l'alimentation. Je vais faire un coucou à mes frères du Tchad. Au niveau du Sahel, par exemple, il y a beaucoup de guerres là-bas. À cause du changement climatique, de tout ce qui est déforestation, les mers qui sont aux alentours sont polluées. Alors que ces mers-là sont des sources également d'alimentation pour les frères du Tchad. Mais justement, vous avez un problème sécuritaire. On a un problème sécuritaire dans nos pays. Ce qui nous amène à sortir pour pouvoir justement avoir des solutions à l'extérieur. Ce n'est pas qu'on le veut, hein, mais ce sont les solutions qui nous amènent à prendre ce genre de décision. Maintenant, allons au niveau de l'engagement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous, jeunes Africains, pouvons faire pour pouvoir accompagner nos dirigeants dans cette voie-là? Moi, je parle pour mon cas. Moi, par exemple, j'ai pris l'initiative de créer une ORS à but non lucratif parce que tout est parti d'un constat. Je me suis rendu compte que nos frères africains ici sont dépaysés. Il y a une rupture totale entre le pays d'origine et le pays d'accueil. On n'arrive pas à se retrouver dans comment agir entre ces deux ponts-là. Nous sommes dépaysés. Alors, pour ramener mes frères à toujours soutenir la culture africaine, j'ai créé une communauté qui rejoint toute l'Afrique. Aujourd'hui, je fais l'effort de connecter mes frères. Je suis en contact avec des Guinéens, avec des Camerounais, avec des Congolais, des Ivoiriens. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de rencontrer mes frères tchadiens. Donc, vous voyez que tout ça va également dans l'engagement qu'on fait. Pour s'engager, mes frères, il ne faut pas être ministre, il ne faut pas être riche, tout pas de la volonté d'agir. Il y a une jeune béninoise, à l'âge de 22 ans, elle a créé un organisme d'alphabétisation pour les personnes illettrées de son village. Est-ce qu'elle est riche? Est-ce qu'elle a eu des ressources pour ça? Non. L'engagement part de la volonté d'agir. J'ai eu la volonté d'agir et je pense également que tous mes frères ici, jeunes leaders, bien sûr, qui ont également cette même volonté d'agir-là, vous pouvez vous lever pour l'Afrique de demain. Ceci marque la fin de mon récital. Je vous dis merci. Et voilà. Elle a dit des choses qui viennent de son cœur. Et applaudissez encore pour elle. Et comme elle l'a dit, je réplique une phrase qui est très importante. L'Afrique de demain, c'est pas demain, l'Afrique de demain doit commencer aujourd'hui. Ici, on peut rien me faire, donc je peux quand même parler. Donc, s'il faut proposer des solutions, moi je dirais que tout part déjà des nouvelles technologies. En Afrique, nous sommes trop rétrogrades. Par exemple, si on va faire un petit coucou du côté des Niger ou du côté des gens du Kenya, là-bas, ils ont des applications. Les gens du Kenya, ils ont une application qu'on appelle Ushaidi. C'est une application qui te permet de détecter dans quelle zone du pays se trouve un conflit ou dans quelle zone du pays il y a quand même des tremblements. Donc je pense que déjà, si on avait les moyens de pouvoir développer, là je parle de mon cas au Cameroun, je ne sais pas comment ça se passe hors du Cameroun et aux alentours, mais je dirais que si on avait les moyens de développer des applications qui nous permettent de prévenir soit des séismes ou des tremblements de terre, ça pourrait aider à prévenir également des morts après ou des décès dans les zones un peu plus reculées de la rurale. C'est la première chose que moi je proposerais aussi. Je dirais aussi former plus de personnes. Parce que la plupart des gens qu'on envoie en guerre, si vous remarquez bien, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup fréquenté, comme on dit souvent. Les gens qui vont dans les guerres, on va te dire que tu as fait une formation en militaria, il faut à minimum avoir un BEPC, brevet d'études du premier cycle ou un CEP. Mais il faut savoir que lorsque tu vas en guerre, ça demande une certaine formation, ça demande d'être armé, et c'est où les Américains nous gagnent. Par exemple, vous allez voir, les Américains, ils ont le SWAT, ils ont le FBI, parce qu'ils ont beaucoup de zones d'entraînement, ils ont beaucoup de zones pour préparer les gens, que ce soit de manière psychologique, de manière physique, à affronter le danger, chose qui nous manque chez nous. On envoie des gens
des pays, des personnes qui viennent des régions pauvres pour aller combattre parce qu'il n'y a personne qui les attend en arrière. Vous allez entendre des dirigeants dire que mais lui, il n'a plus de famille, donc s'il meurt sur le front, qu'est-ce qu'il a à perdre? Justement, non. On a besoin de former des gens, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan même physique d'entraînement, pour se préparer à d'éventuels séismes ou de secouements dans le pays. Donc moi, en tant que jeune leader camerounaise et africaine, moi pour mon pays, et peut-être pour le reste de l'Afrique qui rencontre les mêmes problèmes, je dirais former plus de gens à ce genre de difficultés et aussi développer nos stratégies d'attaque. Parce que les Naija, les Nigérians, eux, ils utilisent des drones. Lorsqu'ils veulent attaquer, lorsqu'ils veulent aussi savoir dans quelle zone du pays il y a des difficultés, ils vont en repérage avec des drones. Mais chez nous, on est encore très très loin du compte. Donc si on peut revoir nos stratégies d'attaque, nos stratégies même de défense aussi, et aussi revoir également notre main-d'œuvre, parce que qui dit guerre, dit technologie, dit également la main-d'œuvre pour aller combattre. Plus les former et les préparer à des éventuels dangers, cela pourrait vraiment être bénéfique. Parce que lorsque tu vas en guerre et que tu reviens de la guerre, il y a beaucoup de traumatismes qui restent en toi. Mais quel est le travail qu'on fait pour que ces personnes puissent dépasser le trouble de stress post-traumatique qu'ils subissent? Donc moi, personnellement, c'est ce que je proposerais à mon niveau. Et c'est pas ça te va. Tu as besoin d'autres exemples, c'est correct. Okay. La première question, je commence par notre consoeur, la dame qui a posé la question sur la restructuration du système éducatif africain. S'il faudra le faire, qu'est-ce que nous proposons? Le choix et la réponse demeurent clairs. Moi, à mon niveau, ce que je propose, c'est d'abord essayer de revoir nos programmes que nous étudions. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, tu vas voir rien qu'en Afrique où quelqu'un est en train d'étudier la philosophie. Je ne sais pas si en Afrique, il y a un endroit où on engage les philosophes. Alors, parlant même de ces programmes, puisque tout le monde n'aura pas la même énergie pour aller faire de longues études, essayez de créer des écoles de formation professionnelle. Ici au Canada, par exemple, quand tu arrives, tu peux avoir tes diplômes comme Madame Kate, mais si tu n'as pas d'emploi, tu vas faire la formation des préposés aux bénéficiaires. Même si tu as fait les droits, tout simplement parce que tu auras un emploi facile. Tant qu'en Afrique, ça n'existe presque pas. Nous sommes à la compétition de qui a les plus grands diplômes, qui peut-être ne nous servent à rien. Des programmes, par exemple, vous dites aujourd'hui, vous venez de parler de manque d'emploi en Afrique. En même temps, s'il faudra que nous puissions nous dire des vérités, si à un moment donné en Afrique, nous manquons d'emploi, c'est parce que nous sommes concentrés à un seul programme. Comment vous voulez que dans toute une famille, presque tout le monde est médecin? Donc on va seulement engager votre famille? Non. Par exemple, au Congo, nous avons au moins chaque année plus de 4000 médecins qui sont formés sur l'étendue du territoire national. Et tout le monde pleure qu'il n'y a pas d'emploi, mais il y a quand même les jeunes qui partent faire la médecine. C'est comme si nous voulons aussi tenter l'État. Vous savez qu'il n'y a pas d'emploi, essayez de faire des formations qui vont vous permettre de vous retrouver, ne fût-ce que tout le monde n'aura pas les mêmes moyens dans la vie, et acceptons aussi le fait que tout le monde ne doit pas être ingénieur, parce que ce n'est pas à tout moment qu'on aura des chantiers pour tout le monde. Tout le monde ne doit pas être médecin, parce que ce n'est pas à tout moment que les gens seront malades. Pour finir, la question sur l'éducation. Vous avez posé la question pour savoir l'impact de l'éducation dans les zones en conflit. Mais c'est clair, déjà dans les zones qui ne sont pas en conflit, l'éducation est compliquée. Dans les zones en conflit, qu'est-ce que nous allons dire? Donc, moi par exemple, dans mon cas, en RDC, au moins aujourd'hui, 90% d'enfants ne partent pas à l'école. Pourquoi? Comment un parent ou une maman, une mère qui a porté son enfant va accepter d'envoyer son enfant à l'école sachant qu'on est en train de tuer? C'est normal. Et cette situation cause de graves problèmes dans la société parce que ces enfants, s'ils ne sont pas formés, demain ils seront des enfants de la rue et ils ne vont pas trouver la solution. Conséquence, on aura la délinquance juvénile aujourd'hui, surtout le banditisme urbain qui fait en sorte que entre nous, peuple, nous commençons à nous entretuer. Moi, je manque d'emploi, l'autre a un emploi, je pars tuer celui-là pour avoir l'argent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu les mêmes opportunités que cette personne. Donc, il faudra que nous puissions, pour nos dirigeants, causer entre eux. Par exemple, pour finir à 1 minute, nous ne devons pas faire aujourd'hui que les gens puissent penser qu'entre le peuple congolais et le peuple rwandais, il y a un problème. Ça n'existe pas, cette logique n'existe pas.
Nous sommes des frères. De la même façon que je considère mon confrère tchadien, ma consoeur rwandaise, je dois la considérer de la même façon. Mais qu'est-ce que nos dirigeants sont en train de mettre dans notre imaginaire collectif? C'est aussi ça. Donc c'est important que nos politiciens puissent comprendre que pour leurs intérêts égoïstes, nous ne devons pas sacrifier les peuples innocents. Parce que jusqu'à date, aujourd'hui, il n'y a aucun membre de la famille de Tshisekedi, qui est président de mon pays, qui est mort à l'Est. Il n'y a aucun membre de la famille de Paul Kagame qui est mort à l'Est. Qui sont en train de mourir? C'est le peuple innocent. Alors nous ne devons pas faire en sorte que le peuple rwandais puisse s'imaginer dans sa tête que le peuple congolais, c'est leur ennemi. Donc, même dans le mariage aujourd'hui, donc, un Congolais peut se marier avec un Brazzavillois, c'est normal. Mais si un Congolais se marie avec une Rwandaise, on commence à se poser des questions. Les Brazzavillois sont nos confrères voisins, les Rwandais sont nos confrères voisins, nous devons ensemble à vivre dans la concorde. Merci.